Radio Imo et Capital présentent le grand rendez-vous de l'immobilier. En partenariat avec Orpi et Bien Ici. Une émission présentée par Guillaume Chazoulière et Sylvain Lévy-Valency. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Et voilà, nous sommes déjà en octobre pour ce 32e numéro du grand rendez-vous de l'immobilier que nous allons consacrer entièrement aujourd'hui au marché locatif et aux 39 millions, et oui, 39 millions de locataires qui peuplent notre pays, mon cher Guillaume. Oui, tout à fait, Sylvain, bonjour. Comment ça va, Guillaume? Ça va pour ce deuxième numéro de l'année. 4e saison. Voilà, 4e saison, 32e numéro, on part très fort. Donc oui, pour faire le point sur l'évolution des loyers, des marchés qui se détendent et de ceux qui, au contraire, restent difficiles d'accès, on va le dire comme ça, pour les locataires, nous aurons aujourd'hui le plaisir d'accueillir, donc pour ce 32e numéro, Monsieur Jean-Michel Canizon, qui est le président de Clameur. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Clameur, on peut le présenter comme un regroupement de professionnels qui produit ni plus ni moins que l'observatoire de référence pour le marché locatif. Donc bonjour Monsieur Canizon. Bonjour, Monsieur Chazoulière. Et d'ailleurs, j'ajoute en outre, si vous permettez, Jean-Michel Canizon, que vous êtes également président de l'association Pluriance, qui regroupe les 12 plus gros opérateurs français de l'immobilier. 13 avec l'arrivée d'Orpi l'année dernière. Avec une part de marché importante. Oui, souvent on parle de 40 à 45% du marché intermédiaire. Oui, c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal. Et je précise aussi que vous êtes président du groupe Daucher. Oui. Oui, voilà. Oui. D'ailleurs, c'est ma première fonction. Voilà, c'est d'ailleurs votre première fonction. On est ravis d'être avec vous. Merci. Au programme de ce numéro d'octobre, votre séquence, ça vous concerne. Je sais que c'est votre séquence préférée, qu'on aime bien, Guillaume, qu'on avait revu d'ailleurs, puisqu'on l'a élargi avec 3 séquences, avocats, notaires, agents immobiliers, toujours très pratico-pratiques, qui répondent à vos questions. Et d'ailleurs, ces questions, vous les posez chaque mois dans le club Facebook géré par Capital et Guillaume, bien sûr, le club des proprios. Voilà, c'est le numéro 32 du grand rendez-vous de l'immobilier. Ça commence maintenant. Le grand rendez-vous de l'immobilier, le grand témoin. Alors, comme je vous le disais précédemment, avec ce numéro d'octobre, Jean-Michel Canizon, président de Clameur, de Pluriance et du groupe Daucher, pour ceux qui ne vous connaissent pas. Alors, Clameur, c'est un regroupement donc, de professionnels, c'est l'observatoire de référence sur le marché locatif. On va prendre avec vous, si vous voulez bien, la température du marché en cette quasi-fin d'année 2021, qui s'annonce plutôt pas mal, la fin de l'année, en termes de résultats. Cher Jean-Michel, comme de coutume, je vais laisser, comme on le fait à chaque fois avec mon complice Guillaume Chazoulière, qui va poser la première question. Je voudrais juste compléter ce que vous venez de dire, Sylvain. Clameur est une association qui regroupe effectivement des professionnels, mais pas que, car au sein de Clameur, nous avons également l'UNPI, l'Union nationale des propriétaires immobiliers. Un syndicat. Qui regroupe. C'est une association. Je ne sais pas si c'est un syndicat. Non, c'est pas un syndicat. Ouais. L'UNPI, ce sont les propriétaires. C'est ça, ce sont les propriétaires privés. Voilà. Donc il n'y a pas que des professionnels. C'est sûr que le gros du flux de données locatives vient des professionnels, mais pas que. Merci pour cette précision, Guillaume. Merci pour cette précision. Donc, rebonjour, Monsieur Canizon. Oui, effectivement, on va commencer par une question simple. On a traversé une crise qui a impacté le marché. On ne reviendra pas ici sur le marché de la vente, qui s'est très très bien porté, mais moi, ce que j'ai envie de savoir aujourd'hui, c'est comment comment évoluent les loyers, notamment dans les grandes villes. Est-ce que la crise, justement, qu'on a traversée a poussé certains propriétaires, on peut le penser, à revoir leurs prétentions à la baisse sur certains marchés locaux? Ou pas. Ou pas, oui. L'analyse qui a été faite sur les 2 dernières années, puisqu'en fait on s'est focalisé sur les données qui partent de fin 2019 jusqu'à T2 2021, donc tout récemment on a essayé d'être le plus large possible. On se rend compte que non, il y a eu en fait très peu d'évolution pendant la crise. Je vais vous donner quelques chiffres histoire de poser le cadre. D'abord France entière, c'est important d'avoir un référentiel sur la France entière. Sur la France entière, globalement, les loyers ont augmenté sur les 2 dernières années d'1,68%. Pour les appartements, un petit peu moins pour les maisons. Ce qui est important de voir, c'est pas uniquement l'augmentation du loyer ou la valeur qu'on lui donne, mais c'est comment ce marché bouge. Parce qu'en fait, sur le marché locatif, le plus important, c'est plutôt le flux que le stock.
Hein, c'est bien le rythme auquel sortent les locataires et rentrent les locataires qui donne le rythme du marché locatif plutôt que le stock, même si le stock évidemment est une constante très importante et qui est un petit peu malmenée et qui le sera à mon avis encore un petit peu plus avec la rénovation énergétique. Ce qu'on peut dire globalement, c'est qu'on a une tendance à l'allongement de la durée des baux. Donc ça veut dire qu'on a une mobilité qui est un petit peu en retrait. C'est léger, hein, on n'est pas sur des chiffres très importants, mais globalement, on peut dire que sur les 5 dernières années, on a gagné 6 mois. Donc c'est-à-dire que le locataire moyen en France reste 6 mois de plus dans son logement. Voilà, ça c'est sur les 5 dernières années. Et c'est exactement pareil depuis 2020. Donc en fait, il n'y a pas eu d'effet Covid. Enfin, il n'y a pas eu d'effet de Covid. En tous les cas, sur la durée des baux, on a cette petite augmentation de la durée moyenne du bail. Un élément qui est important aussi, c'est la durée de commercialisation. Ça montre soit que le marché est dur, hein, et on parle de marché tendu, c'est le cas pour la plupart des grandes villes. C'est un indice qui est important, c'est-à-dire combien de temps va rester une annonce avant de trouver son locataire. Et en moyenne sur 2 ans, une très 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 légère baisse. On a gagné 2 jours. C'est-à-dire qu'en gros, sur les 2 dernières années, il faut 2 jours de moins à un bien pour trouver son locataire. Voilà pour des tendances, on va dire, très larges de fond. Donc, ce qu'on peut dire globalement, c'est qu'il n'y a pas de tendance de fond. En fait, le marché de la location se porte extrêmement bien. Je dirais pas ça. C'est vrai que souvent on le compare au marché de la transaction qui, lui, a été effectivement très 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 dynamique. Mais j'y vois moi plutôt un effet de bascule, un effet de passage de l'un vers l'autre. Et on réabordera le sujet avec l'encadrement des loyers. Le parc locatif privé est en constante régression depuis maintenant 15 ans. Régression, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que chaque année, on a un petit peu moins de biens à louer sur le marché locatif que l'année d'avant. Donc chaque année, on a un petit peu d'attrition. C'est-à-dire, alors c'est faible, hein, bien sûr, on est sur des pourcentages qui sont de l'ordre de 0,5, 1%. Mais quand même, c'est une tendance de fond, et surtout, c'est une tendance de fond depuis longtemps, hein, depuis 15 ans. Sur les 15 dernières années, le parc locatif. Donc si je prends le chiffre, il y a 15 ans, il y a 15% de volume en moins. Oui, c'est à peu près ça, effectivement. Donc les marchés tendus continuent à se tendre. Oui. C'est effectivement ça. Les grandes villes, donc il n'y a pas l'effet, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais l'effet crise, là, où les gens partent des villes, ça ne libère pas des logements, ça ne détend pas les marchés, comme par exemple. On ne le constate pas encore. Est-ce qu'on le constatera dans les mois ou dans les années qui viennent? Je ne sais pas. C'est évident qu'il y a un effet Covid sur la transaction. Ça, c'est sûr. Ça, on l'a vu. Ça, on l'a vu, et on a bien vu que... Les gens qui partent, qui vont acheter ailleurs... C'est ça, c'est-à-dire que le marché parisien n'est pas spécialement hyper costaud, hein, mais par contre, les marchés régionaux... Et on sort de la métropole, quoi. Ah oui, clairement. Et on aurait pu penser, effectivement, qu'on aurait un effet sur la location. On va le voir au travers d'exemples de grandes métropoles. C'est pas flagrant. Il n'y a pas soit un boom, soit un effondrement du marché locatif en région. On aurait pu penser que... Mais je pense que le premier réflexe qu'ont eu les Français post-Covid, ça a été d'acheter, et peut-être pas de louer. Donc, précisément, est-ce qu'on peut avoir des exemples d'évolution de loyer sur les villes, et les grandes villes, les villes moyennes, si vous voulez? Bien sûr, c'est assez disparate. Hein. Vous avez, prenons évidemment la ville qui intéresse le plus, c'est Paris. Paris, sur l'année qui vient de passer, hein, donc du 3e trimestre 2019 au 2e trimestre 2021, on compare les 2 années qui sont enchaînées, Paris est à plus 0,41%. En augmentation de loyer sur 1 an. Donc, globalement, une hausse assez faible qui est de l'ordre de l'inflation. Par contre, on a des villes sur lesquelles les loyers ont progressé plus vite, en particulier Lyon, 1,86. Là, 1,86 sur 1 an, on est toujours sur la même période. Marseille, 1,02. Bordeaux, 1,07. Orléans, 1,40. Voilà, on a des villes qui sont sur lesquelles les loyers évoluent plus vite. Ils partent de plus bas, bien évidemment, mais ils évoluent plus vite. Et puis, on a des villes, alors il y en a très peu. Par exemple, Toulouse a vu son niveau de loyer baisser à moins 0,19. Et là où ça augmente fortement, on peut l'expliquer, c'est lié à un afflux de logements neufs à un moment donné, comme on explique du 1,80 à Lyon. Alors sur des villes comme Lyon où l'offre est quand même... Parce que les loyers sont encadrés un peu. Pour Lyon, pas encore. Si, l'encadrement par rapport à l'IRL, l'inflation. Non, c'est pas l'encadrement, c'est l'évolution. C'est l'évolution qui est... Quand ça augmente fortement, ça a une explication? Alors peut-être effectivement l'arrivée de produits neufs. Hein, ça peut booster effectivement les loyers, parce qu'en général le neuf est un petit peu plus cher que l'ancien. Et c'est vrai que Lyon a eu une politique de promotion très dynamique avec pas mal de livraisons de grands ensembles qui ont pu effectivement faire évoluer les loyers. C'est vrai que sur des villes où le loyer est, l'évolution du loyer est contrainte par l'IRL principalement, hein, l'indice, on n'est pas sur des grosses évolutions, mais même à 1,086, on est un petit peu au-dessus de l'IRL. Donc il y a un phénomène probablement d'offre. D'accord.
D'accord. Alors justement, on va enfoncer le clou par rapport à d'abord aux récentes annonces qui ont été faites, mais surtout sur la notion de tendu, pas tendu. Jamais toujours très bien compris d'ailleurs le système de zoning, mais bon, je vais finir par y arriver un jour. On parle, alors clairement, quand on parle de marché tendu, on parle de Paris, on parle de Lyon, on parle globalement des grandes villes. On parle des grandes métropoles. Hein, ou des agglomérations comme la Côte d'Azur, etc. Alors moi, j'aimerais que vous nous expliquiez une chose. Vous dites, et vous avez raison, puisque les chiffres corroborent votre analyse, qu'on a une tendance à la baisse ininterrompue depuis 15 ans. Oui. Donc même indépendamment des crises, hein, on peut complètement, dire. Bon. Ouais, donc il y a un phénomène qui est macroéconomique et qui est structurel dans l'offre. Oui. Il y a 2 millions de Français de plus en 15 ans, en termes de démographie, voire un peu plus. Je n'ai pas exactement les chiffres, mais on les aura. Ils font comment pour se loger, les Français? Je veux dire, la crise du logement, c'est pas... Non, mais ça veut dire qu'en fait, on a une crise du logement mais c'est clair. Qui s'est largement accrue, quoi. Et qui va s'accroître, à mon avis, encore plus dans les années qui viennent. Ah d'accord, ok. Oui. Mais clairement, quels sont ces marchés tendus? On peut les reciter, où vous observez vraiment des délais de mise en location qui se resserrent encore de plus en plus, où on a de plus en plus de difficultés à trouver un logement. Et à contrario, dites-nous quels sont les marchés tendus et si vous pouvez prendre un exemple un peu opposé. Un marché détendu ou savoir pourquoi ils se détendaient. En fait, si vous voulez, c'est simplement dû à l'effet de demande et à la concentration de la population dans les grandes villes. Aujourd'hui, toutes les grandes villes sont tendues en termes de loyer. Et il n'y a pas assez d'offres. Il n'y a pas assez d'offres, oui. Quand on dit tendu, c'est qu'il y a un déséquilibre entre la demande et l'offre. On a des chiffres pour parler un peu aux gens, là, combien de temps Oui, bien sûr. Alors, si vous voulez, on peut passer directement sur les grandes villes. J'avais fait une petite analyse sur les régions, mais qui confirme globalement les tendances françaises. Sur les régions, l'augmentation de la durée des baux sur 5 ans, elle a gagné, pareil, à peu près 0,6 ou 0,7%. Donc 5 à 6 mois, on va dire. La durée de commercialisation, alors elle est très variable. Par exemple, entre 12 jours pour la Bretagne et les Pays de Loire et 25 jours pour la Normandie, le centre et PACA. En Bretagne et Pays de Loire, ce phénomène tend à s'accélérer. Pourquoi ? C'est pas évident de trouver des solutions. Durée de commercialisation, c'est la durée, je mets mon bien et il est loué. Exactement. En combien de temps? Donc on a des chiffres qui sont très disparates. 25 jours en Normandie, 12 jours en Bretagne. C'est fou. Ça, c'est les chiffres, le dernier chiffre. Ah oui, ça c'est vraiment les chiffres sur la base du T2 2021 et sur la base des 2 dernières années. Donc c'est des chiffres tout à fait d'actualité. Par contre, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on se rend compte qu'il y a en parallèle une évolution du volume d'annonces. C'est important le volume d'annonces, c'est un peu l'étalon, on va dire. Ouais. Globalement, on a de très grosses disparités. Je vous donne un exemple. Oui. On a un fort rebond en Ile-de-France où les annonces ont fait plus 31% sur 2 ans. Plus 31%. Plus 31% sur 2 ans. Alors là, c'est le contraire de ce que vous disiez tout à l'heure. Attention, en manque de logement, il y a plus d'annonces. Rappelez-vous que je vous ai dit qu'en fait, c'était ce qui était important, c'était le flux et pas le stock. Oui. Et c'est vrai que les fluctuations, les mouvements de flux peuvent être très rapides, puisque voilà. Et on a cette observation de plus 31. On a des hausses modérées en PACA avec plus 5, plus 6 en Corse. Voilà. Et on a des hausses très notables en Bretagne. Là, à l'inverse, à la baisse, on a moins 14. Combien de temps il faut pour trouver un logement à Paris, à Lyon, Bordeaux, dans les grandes villes? C'est un marché tendu aujourd'hui. On va passer alors à ce moment-là. C'est ça qui intéresse sur les métropoles. Aussi. Alors sur les métropoles, ça c'est la part des meublés. Alors c'est intéressant ce que vous dites, Jean-Michel, parce que moi ce que je vois, c'est une démographie beaucoup plus importante aussi dans les métropoles, donc et une faiblesse du stock. Alors je fais une petite aparté, mais on ne construit pas assez de logements neufs, donc du coup, effet double peine qui se rabat sur le bâti ancien, parce qu'il n'y a plus de logements neufs à la location, ne serait-ce que les investisseurs Pinel, par exemple, qui louent. Structurellement, on a quelque chose qui est en train vraiment de s'alourdir. Alors les chiffres, justement, sur ces métropoles, vous les avez? Alors, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que sur la région parisienne et Paris intramuros, on est sur des temps de parution d'annonces qui sont de l'ordre de 9 à 10 jours. Donc on est sur 9 à 10 jours. Donc on est sur quelque chose de très rapide. Ouais. On retrouve ces chiffres-là sur des villes comme Nantes, Bordeaux ou Lyon. Nantes, c'est 9 jours, Bordeaux, c'est 10 jours, et Lyon, c'est 11 jours. D'accord. Donc on voit bien que là, effectivement, quand on met un bien qui correspond à la demande sur le marché, ça va très vite. À contrario, et c'est assez étonnant, on va retrouver des villes avec des délais de commercialisation qui sont très longs. Nice, on pourrait se dire, Nice, c'est 30 jours. 30 jours. Ouais.
Alors là, on ne sait pas pourquoi. Il y a forcément, à mon avis, une corrélation entre le prix qui est demandé et le délai de commercialisation. 30 jours pour Nice. 30 jours pour Nice. Rouen, 28 jours. Orléans, 26 jours. Voilà. Donc après, c'est vrai que c'est pas évident de faire la différence entre un marché qui n'a pas de demande et un marché sur lequel il peut y avoir un déséquilibre assez fort entre, on va dire, ce que recherche le locataire et les prix proposés. Et à Nice, là, les loyers, ils baissent du coup? Non, à Nice, les loyers sont déjà hauts. Ouais. Donc ils ne baissent pas. Ils sont relativement stables avec des progressions de l'ordre de 0,5 à 0,6% par an. Donc on voit bien qu'il y a un effet en fait sur le pouvoir d'achat de ceux qui accèdent à la location, et ça on peut l'identifier par l'allongement des durées. Oui, je pense que ce critère là, d'allongement de la durée de commercialisation est assez parlant. Il montre bien soit le fait que l'offre est tellement rare que dès qu'il y a un produit qui est mis en location, il est très très vite loué. Paris en est évidemment l'exemple. Hein. Et dans des régions, alors que ce sont des régions qui sont demandées, Nice est une ville plutôt dynamique. Hein, oui, avec un emploi. Mais pourquoi on a un délai aussi important? Alors, on a une faiblesse des offres, c'est sûr. Donc, on pourrait penser qu'une offre émise parte vite. Eh bien, ce n'est pas le cas. C'est 30 jours. C'est quasiment un des records. Hein, peut-être une ville plus de propriétaires. Alors, c'est peut-être une ville plus de propriétaires et puis probablement des loyers qui sont assez élevés. Donc, difficile de loger les gens. Une question encore la crise. On n'a pas beaucoup parlé des villes moyennes. Alors, les villes moyennes... typiquement, alors je prends justement, vous avez parlé d'Orléans. Oui. Donc en fait c'est intéressant parce que en fait Nice a exactement le même délai qu'Orléans, 3 fois plus que Paris. Quoi. Paris 10 jours, 28 jours à Orléans par exemple. Est-ce que ces villes qu'on appellerait les villes moyennes, ou les villes alentours qui talonnent un peu les grandes métropoles, est-ce qu'elles ont tiré leur épingle du jeu ou pas? C'est impossible à dire aujourd'hui, en tous les cas sur les loyers, c'est clair. Je dirais plus, parce qu'on dit qu'il y a un nouvel afflux de population sur ces villes, donc on sait si ça a un impact sur le marché. Ça a un impact sur la transaction, on l'a bien vu. Non, mais sur la location. Sur la location, aujourd'hui, c'est impossible à dire. On ne voit pas dans les chiffres d'impact, on va dire, d'impact visible, d'impact sensible. On est vraiment sur des évolutions qui sont en dessous d'1 ou 2%. Donc il faudrait attendre, si on veut faire une analyse un peu cohérente, il faudrait attendre fin 2022. Quoi. Oui, je pense que fin 2022, on devrait avoir un petit peu plus. C'est pas évident pour autant que ça bouge. Hein. On se rend compte quand même que le marché locatif, il est d'une stabilité absolument incroyable. Alors justement, avant cela, Guillaume, si vous voulez bien, parce qu'on a un petit truc. Je voudrais qu'on écoute, vous savez, Jean-Michel, le concept de cette émission, c'est de donner la parole aux particuliers, et cette émission, elle est conçue pour les particuliers avec nos confrères de Capital. Et on est allé dans la rue et on a posé la question sur justement la location et ce que ça suggère. Vous verrez, c'est des réponses très intéressantes. Je vous propose qu'on l'écoute. Selon vous, est-il préférable d'acheter ou de rester locataire de son logement? Idéalement, j'aimerais acheter parce que c'est vrai que la location, ça rend, j'ai l'impression d'être dans un statut un peu précaire où je capitalise pas, quoi. Mais en même temps, là, je suis étudiante et je suis au tout début de ma vie professionnelle et je pense que je ne pourrais pas accéder à un logement à l'achat d'ici un petit moment, quoi. Payer des loyers tous les mois, je vais dire, c'est comme si on ouvrait la fenêtre et puis donc il est préférable d'acheter parce qu'au bout d'un certain temps, c'est quand même le logement vous appartient et ça vous fait un capital pour racheter après. Le premier achat que j'ai fait, je devais avoir 22 ans. Et donc, je me suis constitué un capital de cette manière-là. J'ai eu des périodes où j'ai loué et je suis vite repartie sur l'achat. Il est préférable d'acheter à Paris, surtout quand on est jeune. C'est le moment parce qu'on a plein de possibilités pour pouvoir acheter. Et c'est beaucoup plus compliqué maintenant d'avoir une location. Alors que d'avoir un crédit pour un achat immobilier, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus abordable pour nous aujourd'hui. Par rapport à l'expérience de mes parents, je vois que, en fait, ils auraient dû acheter plutôt que de rester en location durant toutes ces années. Selon moi, en tout cas, mon expérience personnelle a fait que je suis restée locataire depuis toujours parce que ça m'a permis de rester libre, tout simplement. J'ai vécu à Paris, j'ai vécu à Annecy, maintenant j'habite en région parisienne et c'est un style de vie qui me convient bien de pouvoir rester très libre de mes mouvements. Pour moi, il vaut mieux acheter parce qu'il est plus intéressant de financer une acquisition qu'en fait payer un loyer qui ne reste pas pour soi.
L'investissement, c'est quand même un investissement d'un capital qui vient d'un travail, qui vient sur une durée et qui va être vraiment productif à long terme et à moyen terme. Après, ça permet de rebondir, de pouvoir réacheter quelque chose de plus grand ou de vouloir investir sur d'autres biens d'une manière différente. Je pense qu'au final, c'est mieux d'acheter pour ne pas devoir verser un loyer tous les mois et peut-être avoir les avantages. Je suis étudiante, donc j'ai pu étudier dans plein d'endroits différents, déménager souvent, être en colocation avec d'autres étudiants, donc c'était impossible d'acheter quelque chose, ça n'aurait pas de sens. Et j'ai pas les moyens financiers pour l'instant, donc... Pour moi, c'est mieux d'acheter, parce que du coup, c'est notre bien à nous et on doit rien à personne, mis à part les charges telles que l'électricité, le gaz, etc. Et après, être locataire, c'est bien pour pouvoir économiser, pour pouvoir ensuite, par la suite, acheter son propre logement. C'est sans appel, hein. Mais c'est le reflet de la vérité de chacun. Ouais, je crois qu'en fait, oui, mais tout le monde a dit que c'était préférable d'acheter, mais tout le monde revient sur le fait que louer, c'est plutôt pas mal. Et en fait, je crois que dans un parcours locatif ou dans un parcours d'acquisition, il ne faut pas opposer les deux. En fonction du moment ou de sa situation de vie, louer est intéressant. À certains moments, acheter est intéressant. Acheter pour investir, acheter pour louer. Alors, en fait, au bout d'un moment, on peut se poser la question. Moi, je vais vous dire, c'est le pari que j'ai fait depuis toujours. C'est-à-dire que je loue mon appartement, ma résidence principale, depuis toujours. Par contre, ça ne m'a pas empêché, effectivement, de mettre des sous de côté. Placer dans l'immobilier. Exactement. Dans l'immobilier ou en bourse, mais pourquoi pas dans l'immobilier. Donc, en fait, je pense qu'il ne faut pas opposer les deux parcours. Faites un rapide calcul. Aujourd'hui, si vous deviez acheter l'appartement que vous louez, vous vous rendez compte l'effort? Allez, imaginons un loyer de 2000 à 2300 € par mois, donc déjà un loyer conséquent. Ouais, tout à fait. Voilà. Ouais, c'est un bel appartement. Ouais. L'équivalent en termes de prix, ce serait de l'ordre du million, million 2 à peu près, tu vois. Ah donc, donc vous vous rendez compte le nombre de mensualités qu'il faut? Il y avait une réflexion qui était intéressante. Alors, c'était de l'ordre de la perception, ce jeune garçon qui disait il est plus facile d'acheter aujourd'hui que de louer. Il faisait référence au poids que pèse le loyer aujourd'hui, notamment dans les grandes villes. Il dit à côté de ça, les banques elles prêtent facilement. Enfin, les taux sont bas, les banques prêtent un petit peu moins facilement en ce moment. Mais je ne sais pas si c'est vrai. Quand on l'écoute, une chose est sûre, et d'ailleurs on a fait des sondages sur la question, c'est que dans la perception du public, et notamment du public jeune, il est plus facile de constituer un dossier de crédit sur du long terme que d'accéder à la location. Bon, je pense que c'est un petit peu subjectif, mais c'est pas faux. En tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'il n'y en a pas un qui est 1000 fois plus difficile que l'autre. Aujourd'hui, c'est vrai que constituer un dossier de crédit auprès d'une banque pour acheter un bien immobilier, c'est très bien accueilli par les banques qui aiment bien prêter, je veux dire, surtout prêter à des gens solvables. Le loyer, c'est vrai qu'il faut le sortir tous les mois, mais le rapport entre le prix du produit, le prix de l'appartement et le loyer, en fait, il est très conséquent. D'ailleurs, on l'a entendu. Il y a une jeune femme qui disait « Bah oui, c'est peut-être mieux d'acheter, mais de toute façon, moi, j'ai pu bouger, j'ai fait mes études partout. Elle est libre. » Et je crois que le loyer, quand on raisonne en termes, ou la location, quand on raisonne en termes de mobilité professionnelle, c'est hyper important. Donc aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas opposer les deux. Je sais que Sarkozy l'avait fait à une époque en disant il faut qu'on ait une France de propriétaires. Ben moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'il faut qu'on ait une France avec des gens bien logés, qui soient propriétaires ou locataires. Ça correspond peut-être à un moment donné à un désir plutôt qu'un autre. Merci Jean-Michel Camison, mais ce que vous dites est intéressant parce qu'en fait on est dans l'usage plutôt que dans la propriété. C'est une tendance qui est réelle. Restez avec nous si vous voulez bien pour la deuxième partie de notre entretien, puisqu'on va aborder effectivement les éléments un peu plus structurants justement pour l'observatoire. En plus, vous avez une technologie et une technique, c'est l'approche des baux. L'approche des baux, mais indépendamment des annonces que vous intégrez aussi dans votre... c'est bien deux bases différentes. C'est ça qui est très important, c'est que Clamer est le seul observatoire de loyer qui base ses études sur les baux, des baux en cours ou des baux signés, donc le stock ou le flux, ce qui est signé dans l'année ou ce qui est toujours en cours. Et ça, c'est le reflet de la réalité du marché, contrairement aux baux d'annonces. Alors Sylvain, vous l'avez indiqué, on étudie bien évidemment aussi les annonces, mais c'est bien deux bases différentes qui ne doivent pas être mélangées. Alors c'est important parce qu'on va le développer et c'est justement ce qui fait la trace et l'ADN même de Clamer. Restez avec nous. Alors c'est maintenant la période que vous aimez bien aussi, mes chers amis, c'est Ça vous concerne, après un peu de pub. Ça vous concerne, première partie, tout de suite après. Le grand rendez-vous de l'immobilier,
ça vous concerne. Eh bien, ça vous concerne la période que vous aimez le plus aussi, chers amis qui nous écoutez, puisque chaque mois vous écrivez... Noël qu'on aime le plus. Pardon ? C'est Noël la période qu'on aime. Je vous le dis. Voilà, Vincent, vous avez... Bonjour, je suis là. Non mais Vincent, vous avez le sens de l'humour aujourd'hui. Oui. On se disait avec... Il est en forme aujourd'hui. On se disait, l'ami Vincent est diplômé récemment de l'école du rire. Ouais, ça doit être ça. Voilà, et donc vous avez littéralement irradié le plateau. Voilà. Non mais ça nous fait plaisir au bout de 5 ans d'apercevoir que vous êtes de bonne humeur. Mieux connaître les gens. Voilà, alors l'ami Vincent, aujourd'hui nous avons un agent immobilier nouvelle génération. C'est notre premier expert, c'est Michael Benchabat. Bonjour. Bonjour Vincent. Fondateur de meilleurbien.com. On a des questions pour vous que les auditeurs du Grand Rendez-vous nous ont posées sur le groupe Facebook Le Club des Proprios. Véronique, c'est la première question. Elle va accueillir un nouveau locataire. Son DPE, diagnostic de performance énergétique, date de 2020. Est-il encore valable aujourd'hui ? Alors oui, Véronique va avoir beaucoup de chance parce qu'il est encore valable. Les lois sur le DPE, elles changent énormément et très souvent actuellement. Mais c'est vrai que la dernière loi en date dit que tous les DPE qui ont été réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2021 seront valables jusqu'en 2024, jusqu'au 31 décembre 2024. Donc Véronique pourra utiliser le même DPE pour son locataire. Voilà, elle n'aura pas à le renouveler. Et je vais juste préciser, si toutefois il y avait besoin de le mettre à jour, les diagnostiqueurs jouent le jeu et ils vous le mettent à jour très facilement. Et si elle vendait, ce serait pareil ? Pareil, c'est pareil. Une autre question de Julie, est toujours posée sur le groupe Facebook Le Club des Proprios. Les acheteurs de Julie ont essuyé un refus de prêt. En effet, la banque leur a signifié qu'elle ne prêtait pas pour des logements dont l'étiquette énergétique est au-delà de D, ce qui est le cas ici. Celui de Julie est classé E. Elle se demande, notre auditrice, si ce motif est légal ou du moins courant. Alors, normalement, c'est entre A et E lorsqu'il s'agit d'un prêt aidé. Personnellement, j'aurais recommandé à Julie de dire à ses acheteurs de changer de banque ou de passer par un courtier. Mais plus sérieusement, la banque, lorsqu'il s'agit d'un prêt aidé entre A et E, ils peuvent donner un accord de prêt. Après, même si on va au-delà et que le logement est classé F ou G, il suffit dans ce cas-là que l'acquéreur présente un devis par un professionnel pour la réalisation de travaux qui vont permettre d'améliorer les performances énergétiques de ce bien, qui vont le ramener au maximum à une lettre E et auquel cas la banque peut financer. Mais je trouve que cette réponse est un peu... la réponse du banquier est un peu limite. Oui, parce que vous dites les prêts aidés, mais légalement, enfin, il n'y a pas de... On est d'accord. Oui, après, tout à fait. C'est juste qu'elle n'a pas envie de prêter. Exactement. Mais... Je pense qu'elle doit avoir une autre raison, mais après... voilà. Non, mais pas forcément. On a vu des banques aujourd'hui réviser en extra-financier des normes, notamment énergétiques. Ça, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Ceci dit, entre nous... On peut dire à notre ami qui vous a posé la question, faites les travaux, de toute façon, ça va améliorer votre confort, ça va vous faire économiser, et en plus, vous avez maintenant le prêt avance mutation qui permet de financer le reste à charge lorsque, par exemple, elle a des aides comme la prime rénov ou ce genre de choses. Tout à fait, mais ça n'a pas l'air d'être courant, de toute façon. Alors, ça arrive. Ça arrive quand même. Non, mais c'est l'attitude de banque, sur ce genre de... Non, moi, je suis assez surpris. D'accord. Et je suis assez surpris parce que, normalement, si c'était au-delà de E, oui, pour un logement classé F ou G, c'est un peu plus fréquent. Mais là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Donc, c'est pour ça que je suis un peu étonné. Oui, comme quoi, faut s'étonner de rien, parce qu'il arrive tout sur le Club des Proprios. On enchaîne. Vous posez vos questions. Merci beaucoup, Michael Benchabat, meilleurbien.com. Merci à vous. Merci à très bientôt. Merci. À tout à l'heure avec notre experte avocate. Absolument. Ganaëlle Soussens qui est avec nous. Le grand rendez-vous de l'immobilier, l'édito de David Benbassa. Pour ce 32e numéro, comme d'habitude, nous sommes avec David Benbassa, directeur général de Bien Ici. Salut David. Bonjour Sylvain, bonjour Guillaume. Bonjour. De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui pour votre édito ?
Je vais rester dans la thématique du jour, vous parler de manière un peu plus précise de la location meublée et de faire un focus, un état des lieux sur un an après où en est la location meublée. J'étais venu vous en parler l'année dernière à peu près à la même date. Alors effectivement, on se souvient, en mai 2020, crise sanitaire, plus de touristes, notamment à Paris et en France d'une manière générale, et on a vu se retourner sur le marché les logements réservés à la location de touristique de courte durée. Donc ça a eu un impact important sur des volumes d'annonces en location meublée, sur bien ici évidemment, mais sur l'ensemble du marché et du territoire. Alors avec la réouverture des agences, nous ce que l'on a vu, c'est que le volume d'annonces de meublé a diffusé, a progressé de plus de 50% par rapport à la moyenne des mois précédents. Donc il y a eu un vrai impact. En cette rentrée de 2021, où est-ce qu'on en est ? Finalement, les logements meublés aujourd'hui, c'est 15 à 18% de l'offre de location d'appartements ou de maisons en France, mais c'est 3 points de plus que l'année dernière, donc c'est pas négligeable. Alors évidemment, 20% de cette offre de location meublée, finalement, elle est sur Paris. Je vous ferai tout à l'heure un petit détail du top 5 de ces villes, mais Paris remporte la palme de la part de location meublée. Alors le constat, c'est que on le voit, il y a une baisse de l'offre de location depuis 2019 en France, mais la situation est différente pour la location meublée où on constate une évolution de 5% de cette offre en 2021 par rapport au deuxième semestre 2020. Donc augmentation du volume. Une autre différence, c'est la rotation plus rapide des annonces de location meublée par rapport à la location vide. Ça, c'est relativement compréhensible. Mais aussi la part des nouvelles annonces de l'offre diffusée est supérieure de 10 points par rapport à la location vide. Ça donne un petit peu un effet de dynamique au marché et qui existe sur le meublé. Alors par contre, on constate le même écart en 2021 qu'en 2020 sur le délai de diffusion des annonces. Ça, c'est un élément qu'on regarde de près. La part des annonces meublées qui sortent du marché en moins de 30 jours, elle est 5% plus importante pour la location meublée que pour la location classique. Alors on comprend, évidemment, dans ce contexte où les touristes sont absents du territoire, ils sont en train de revenir, mais ils sont quand même pas nombreux. Et les règles de location peut-être un peu plus restrictives, que les bailleurs se soient tournés vers la location meublée et qu'ils y restent un petit peu. Il n'y a pas eu cet effet boomerang où ils sont venus sur la location meublée, ils sont repartis. Ils sont quand même restés sur ce marché-là. Alors c'est assez compréhensible, avec des durées de location peut-être plus courtes qui permettent de profiter de son bien de manière plus rapide. Le loyer fixé est plus élevé. On constate des évolutions, une augmentation, en tout cas des différences de l'ordre de 15% pour le meublé. Un intérêt fiscal puisqu'on va pouvoir intégrer les meubles dans le calcul de l'amortissement des biens, et puis peut-être moins de situations d'impayés sur ces locations de courte durée. Si on regarde la recherche de logement maintenant, sur les courbes et la saisonnalité des recherches, effectivement c'est assez similaire. Il y a peut-être un pic un petit peu plus important à l'été, mais ça vient de la recherche étudiante, et ça c'est très marqué. Mais par contre, par rapport à 2020, on a les mêmes différences de volume sur les consultations par annonce et le nombre de contacts par annonce. C'est au bénéfice de la location meublée qui génère 25% de plus que la location classique. Ça, on le voit bien effectivement dans les évolutions de contacts sur le site bien ici notamment. Si on regarde l'utilisation des critères meublés dans les recherches immobilières, ça, c'est relativement nouveau et ça progresse toujours un peu en 2021. Si on regarde la part des utilisateurs qui utilisent maintenant ce critère meublé dans les recherches, il a progressé de 10% par rapport à l'année 2020. Donc ça, c'est un critère que l'on regarde effectivement de près aussi. Si on regarde maintenant la demande, figurez-vous que de janvier à août 2021, on a tout simplement fait et même dépassé le volume de contacts meublés que l'on a fait sur toute l'année 2020. Donc, c'est un type de produit qui est extrêmement recherché. Alors, c'est lié effectivement à l'augmentation du volume, mais le pic d'activité qu'on a enregistré à l'été 2021, puisque c'est le pic des demandes, il est 25% plus important que celui de 2020. Donc, une vraie tendance sur le meublé. Alors, évidemment, quand on cherche à s'installer rapidement, quand il y a un changement familial, un changement professionnel, c'est assez facile d'aller vers le meublé et on peut utiliser l'expression qu'on a juste à poser ses valises dans ces locations meublées. C'est un peu ça l'idée. Est-ce que le télétravail va apporter une tendance supplémentaire sur l'usage de ces logements meublés versus l'achat? Ça, c'est un peu tôt pour le dire, mais on va regarder ça de près. Je vous parlais des villes au démarrage de cette chronique.
Encore cette année, le top 5 des villes finalement change pas beaucoup et il représente un tiers des localités recherchées pour la recherche de meublés. On y retrouve Paris, bien évidemment, numéro 1. Lyon, Montpellier, Marseille et Toulouse qui finissent ce top 5. Et ça, il n'y a pas d'évolution depuis sur 2021 versus 2020. C'est toujours les grandes villes et c'est toujours là où il y a le plus d'offres. Il n'y a pas eu d'irruption de villes moyennes dans le top 5. Hein. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pas ce qu'on a vu. En résumé, si je résume l'intérêt de ces locations meublées, finalement, elles sont de plus en plus présentes sur le marché de la location, presque 20% maintenant, je le disais au début. Les biens trouvent rapidement preneur, ou en tout cas génèrent beaucoup de contacts auprès des professionnels de l'immobilier. Et puis, c'est un succès particulièrement marqué, évidemment, dans les grandes villes françaises où il y a beaucoup d'offres. Merci beaucoup, voilà, très intéressant votre édito. David Benbassa, directeur général de Bienici, vous restez avec nous David, puisque c'est l'heure de votre Focusimo. Le grand rendez-vous de l'immobilier, Focus, marché de l'IMO, par David Benbassa. Eh bien, vous êtes toujours dans votre 32e numéro. Et oui, 32e numéro du grand rendez-vous de l'immobilier, c'est l'heure du Focus de David Benbassa. Vous êtes toujours avec nous, David. Aujourd'hui, c'est le concept du format. On appelle un professionnel pour avoir la tendance et le focus de son marché. Qui appelons-nous aujourd'hui ? Alors, on appelle, figurez-vous, la même personne que l'année dernière, puisqu'on fait un état des lieux à N+1. Donc, on va appeler Kevin De Castro, qui est animateur métier location pour Citia Immobilier. Et j'avais 2 questions à lui poser. Bonjour Kevin, tout de suite la première. Comment a évolué le marché de la location sur l'année et plus particulièrement, forcément, la location meublée ? Bonjour David, bonjour à tous. Alors, le marché de la location se porte extrêmement bien, hein, tout comme l'année dernière, mais c'est vrai que cette année encore plus, avec une très 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 forte demande et une offre qui suit parfois pas trop, avec un taux de vacances qui est extrêmement bas chez nous. Hein. Pour vous dire, c'est que cette année, on a réalisé là autant de locations que l'année dernière complète terminée, là au 11 octobre. Donc effectivement, le marché de la location se porte très 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 bien. Effectivement, sur la location meublée, on constate aussi qu'on a une demande très très importante. Un peu plus chaque année, depuis le Covid, on a un changement, on a une nouvelle demande concernant la location meublée. On n'est plus essentiellement sur des étudiants, on a effectivement un changement d'habitude, une évolution plutôt des habitudes, avec des personnes qui préfèrent habiter en extérieur des grandes villes et prendre un petit meublé à côté du travail pour être là une ou 2 journées par semaine. Donc et le reste du temps est en télétravail. Donc c'est vrai que la demande du meublé a extrêmement évolué et est beaucoup plus importante. Par exemple, on a une résidence sur Tours qui s'appelle une Cocoon, qui est une résidence, on va dire, avec des services premium. Des logements meublés, donc complètement tout équipés, des services plus eau froide, on a la fibre qui est compris dedans, on a même une laverie sur place, on a un régisseur, des choses comme ça. Cette résidence a été complètement prise d'assaut donc par des étudiants, mais également par des personnes qui viennent travailler sur Tours Centre, mais qui n'habitent pas sur Tours Centre. Donc c'était assez particulier, donc ça fonctionne très 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 bien. On a une forte demande et du coup nous, chez Citia, on a mis en place un nouveau dispositif pour justement faire part de cette demande, donc sur nos propriétaires bailleurs, puisque on propose à tous nos propriétaires bailleurs qui sont en fin de défisque un nouveau package, on va dire, et se diriger vers du LMNP. Donc LMNP, c'est du loueur meublé non professionnel, pour info. Hein. C'est un statut fiscal qui permet donc à ces propriétaires de bailleurs de garder des avantages fiscaux. Et comme ça nous permet, nous, de répondre à un besoin qui est du côté client, candidat locataire, avec une forte demande sur le meublé, et on a un propriétaire bailleur qui est hyper satisfait, parce que du coup, il va continuer à bénéficier d'avantages fiscaux. Donc c'est vrai que ça fonctionne très 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 bien et on a trouvé ce côté-là pour continuer à répondre à la demande du meublé. C'est vrai que c'est parti très vite. Tous nos meublés sont partis en début de saison, une saison qui a commencé relativement tôt cette année, c'est-à-dire qu'on a commencé, mais déjà on avait une forte demande. Ça est monté effectivement crescendo, mais déjà, mais c'était hyper important. Et tous nos meublés sont partis au début de saison. Là, en fin de saison, on n'a absolument plus rien. Merci Kevin. Deuxième question. Et la deuxième question, c'est quels sont les départements ou les villes qui ont eu la plus forte demande ? Honnêtement,
la location se porte bien partout, au niveau national. Pour vous dire, c'est que chez Citia, on a un taux de vacances qui est extrêmement faible. Là, en fin de saison, on avoisine à 2,5 taux de vacances. C'est-à-dire qu'on a loué quasiment tous nos logements. Donc, globalement, c'est vraiment sur le territoire. Ça va de Lille à Marseille, en passant par Bordeaux. Là, je cite que les grandes villes, mais on a des villes comme Saint-Étienne également où ça a très, très bien fonctionné. Et même dans des petites villes comme Sedan, des choses comme ça, où ça a très, très, très bien fonctionné. La demande a été hyper importante et on a absolument tout loué. Alors, c'est vrai qu'il y a toujours des villes qui tirent leur épingle du jeu. Angers. Encore une fois, cette année, Angers, on a été pris absolument d'assaut. On était obligé de même demander au call de reprendre des appels parce qu'on était complètement sous l'eau, à la ramasse par rapport à ça. On a essayé de satisfaire un maximum de demandes, mais c'est vrai que ça a été un petit peu compliqué. Des villes comme Rennes aussi. Rennes, ça a très très bien fonctionné. Et pour trouver un logement sur Rennes, c'est très compliqué. Donc après, on a les villes habituelles, telles que Bordeaux, Lyon aussi, des choses comme ça. On a des taux de vacances qui sont extrêmement faibles. On est à 0,5% de taux de vacances dans des villes comme ça. Donc ça fonctionne très très bien. Mais honnêtement, globalement, c'est sur tout le territoire que ça a bien fonctionné. Nous, toutes nos agences ont fait plus de locations que l'année dernière. Il n'y en a pas une qui a fait moins que l'année dernière. Donc vraiment, globalement, c'est sur tout le territoire. Et pourtant, on a 220 agences sur toute la France et vraiment, on a un maillage total du territoire. Donc vraiment, ça fonctionne bien. Et encore une fois, même, on est un peu victime de notre succès, c'est-à-dire qu'il y a une pénurie de logements, ça c'est clair et net. Et c'est aujourd'hui hyper compliqué de trouver un logement qui correspond bien à la demande. Merci Kevin, à bientôt. Merci David, et on vous retrouve comme d'habitude le mois prochain pour votre édito et le Focus Immo. Avec plaisir. Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne. Toujours dans votre 32e numéro du Grand Rendez-vous de l'Immobilier. On est très heureux d'être avec vous. Et comme c'est la tradition, ça vous concerne, deuxième partie. C'est l'heure, l'ami Vincent, de recevoir notre avocate, qui est notre avocate préférée, puisqu'elle est sur notre plateau. Oui, Ganaëlle Soussens, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Notre experte avocate, donc. Une première question vous est posée par Carlos sur le groupe Facebook, le Club des Proprios. Après une inondation du logement de Carlos, le logement est devenu insalubre. Qu'est-ce que peut faire notre bailleur pour aider son locataire à retrouver un logement, le temps de remettre l'autre en état? Alors, quels sont les moyens? Le propriétaire peut faire tout ce qu'il veut, il peut aider son locataire autant que possible, mais ce qui me surprend, c'est qu'on en soit arrivé là. C'est-à-dire que normalement, quand un sinistre survient, on a des assurances. Le locataire a l'obligation de s'assurer, de souscrire une police multirisque habitation qui devrait normalement intervenir et le reloger au besoin, à condition que ce soit prévu dans son contrat. Ah oui. Et côté propriétaire, on a l'assurance PNO, propriétaire non occupant, qui elle aussi permet de prendre en charge la garantie d'un sinistre qui surviendrait. Et il y a un cas qui est plus classique que celui-ci, qui est celui où l'appartement disparaît. C'est l'occasion, c'est ce qui se passe par exemple en matière d'incendie, lorsqu'un immeuble brûle, les logements qui étaient à l'intérieur disparaissent. Et là, la règle du Code civil, c'est que le bail s'éteint, puisqu'il n'y a plus de logement, il n'y a plus la possibilité de le louer. Et si le logement n'est détruit que partiellement, le locataire peut choisir de rester moyennant une diminution du montant de son loyer. Une deuxième question pour vous, Ganaëlle Soussens, elle est posée par Étienne de Paris. Étienne fait partie du conseil syndical d'un immeuble. Une de ses copropriétaires, qui elle ne fait pas partie du conseil syndical, lui a fourni des devis à transmettre en vue de la prochaine AG de copropriété pour des travaux à réaliser sur la porte d'entrée. Le hic, c'est que Étienne avait déjà de son côté des devis, d'où sa question maintenant. Cette personne est-elle autorisée à transmettre des devis supplémentaires sans faire partie du conseil syndical ? Oui. En tout cas, je ne vois pas qu'il y ait de règles qui interdisent à un copropriétaire de prendre l'initiative de faire budgéter des travaux qui sont envisagés. Et elle a la courtoisie, entre guillemets, de passer par le conseil syndical. Elle pourrait également demander directement au syndic d'inscrire une résolution à l'ordre du jour de l'Assemblée générale portant sur ces travaux et sur le devis de cette entreprise. Donc la réponse est oui, elle peut tout à fait le faire. Elle peut le faire, il n'y a pas de souci. Un copropriétaire sans
sans passer par le conseil syndical, Sans en faire peut partie. demander à mettre à l'ordre du jour un point particulier. Bien sûr, tous les copropriétaires peuvent le faire et le syndic n'a pas la possibilité de refuser d'apprécier l'opportunité de la résolution. Si on a un conseil syndical, vaut mieux pas en passer par le conseil syndical pour essayer de tout harmoniser quand même. Quand ça se passe bien, mais là j'ai l'impression que c'est pas exactement le cas. On n'a pas vu la porte d'entrée, mais bon. En tout cas, c'est possible. Ouais. Voilà pour les réponses à Carlos et Étienne. Merci beaucoup, Ganaël Soussens. On vous retrouve sur ganaelsoussensavocat.com, c'est votre site et donc votre cabinet derrière. Et moi, je vous retrouve tout à l'heure avec notre expert notaire Charles Flaubert. Absolument, merci. Charles Flaubert, quel nom extraordinaire, qu'on va recevoir tout à l'heure, notre ami notaire. Merci Ganaël Soussens. Et j'espère qu'on vous retrouvera très vite, notre super avocate du grand rendez-vous de l'immobilier. On enchaîne. Le grand rendez-vous de l'immobilier revient dans un instant. Vous et moi, on se connaît bien. On se voit tous les jours. Vous pouvez trouver que j'ai du charme, que je suis un peu démodé, ou trop isolé. Je suis capable de faire rêver, comme d'empêcher de dormir. Mais même quand je ne suis pas là, on parle de moi. Et s'il arrive que l'on me quitte, c'est toujours bon de me retrouver. De m'avoir, tout simplement. Je suis l'ancien, l'actuel, le prochain. Je suis le bien, celui que vous voulez acheter, vendre, louer ou faire gérer. Orpi, des femmes et des hommes pour votre bien. Harold se sent bien ici. Il y a une bonne boulangerie. C'est bien ici. Il est à 5 minutes de l'école, 20 minutes de son travail. C'est bien ici. Et il adore nager. C'est bien ici. C'est sur bienici.com qu'Harold a eu son coup de cœur. Eh, c'est bien ici. Pour une recherche immobilière innovante, par vie de quartier et temps de trajet. Bienici.com, la meilleure façon de trouver son futur logement. See the mess and trouble in your brain. Anger you retain, pressure rocks you like a hurricane. Is it time for you to jump into the next train? Change of hand, make a stand, I can see your heart change. Wake up, no more nap, your turn is coming up. You feel lazy, but stop the fantasies and bubble dust. If you need to hear, go for it. I will teach you how to feel the things so close to you, connect it all. Every day is a miracle. Connect back with the people. Le grand rendez-vous de l'immobilier, le grand témoin. Le grand témoin, deuxième partie avec le président de l'Observatoire Clameur, président de Pluriance et du groupe Daucher, Jean-Michel Camison, toujours avec nous. Comment ça va, Jean-Michel? Ça va très bien, Sylvain, merci. Voilà, vous êtes dans ce 32e numéro du grand rendez-vous de l'immobilier. Alors, on va désormais parler de quelque chose qui fait grincer les dents des professionnels, l'encadrement des loyers. Je vous laisse la parole, mon cher Guillaume, pour la première question. Oui, une étude que vous avez menée, je crois qu'on révèle aujourd'hui, oui, avec Radio Imo et Capital. C'est un scoop. Voilà. Révèle, alors, met en avant que l'encadrement des loyers est finalement assez bien respecté à Paris, je crois. Je ne sais pas si vous avez fait qu'à Paris. Oui, voilà. on s'est concentré sur Paris, oui. Alors, quels sont les principaux résultats? Alors, je voudrais vous dire déjà que ce qui nous a amené à faire cette étude, c'est qu'il y a quelques semaines ou quelques mois, est parue une étude, je crois que c'était Se Loger, la CLCV. Et CLCV, qui globalement disait que les Parisiens et les Franciliens, surtout les Parisiens, ne respectaient pas l'encadrement des loyers. Enfin, les propriétaires, en tous les cas, qui louent. Et avec un taux qui était énorme. Je crois que c'était de l'ordre de 60% de loyers qui n'étaient pas respectés. Bon, moi, ça m'a étonné. Non, c'était le taux de conformité de 60%. Mais enfin, bref, 40%. De loyers ouais, voilà, non conformes. Non conformes. Bon, ça m'a étonné. Moi, je suis professionnel. Mon métier, c'est la gestion locative, donc je loue beaucoup sur Paris. Et j'avoue que on respecte évidemment scrupuleusement l'encadrement des loyers. Parfois, on fait appel à un complément de loyer, mais on en reparlera. Encore faut-il effectivement pouvoir le justifier. Et ce chiffre m'a étonné. Or, je sais que les études qui sont faites par Se Loger sont basées sur les annonces. Or, les annonces, ça pose un problème, c'est inflationniste. Souvent, on va dire, la décomposition du prix du loyer dans une annonce est peu claire, c'est-à-dire qu'on ne retrouve pas la partie charge, la partie hors charge, la partie complément de loyer. Donc, en fait, c'est très juste ce que vous dites, parce qu'effectivement, c'est un élément qui est majeur. Et, et les particuliers nous posent ce genre de questions. Ça me paraît évident, c'est compliqué. Ils ont du mal aujourd'hui, quand vous avez un site comme Le Bon Coin, qui est le premier en termes de nombre d'annonces, qui, globalement, ne met que des loyers toutes charges, enfin charges comprises,
comment voulez-vous, derrière, analyser l'évolution d'un loyer ou le respect de l'encadrement, puisque le montant des charges, il est évidemment variable. Prenez un immeuble avec un chauffage collectif, vous avez votre partie chauffage qui est dans votre loyer, hein, il fait partie de vos charges. Prenez un immeuble avec des radiateurs individuels ou des chaudières gaz individuelles, il n'est pas dans vos charges. Et l'encadrement des loyers, c'est le loyer hors charge. Bien sûr, voilà. on ne peut comparer que des loyers hors charge. Vous n'êtes pas arrivé à ce résultat alors? Nous, on est beaucoup moins que ça. Hein. Globalement, aujourd'hui, on arrive à 20%. 20%. Donc on est quasiment 2 fois moins que ce qui était annoncé par ce projet sur la base des baux. D'annonces non conformes, c'est ça? Non conformes, je dirais pas ça. Effectivement, 20% d'annonces qui sont au-dessus du loyer médian majoré, hein, parce que c'est comme ça qu'est construit l'encadrement des loyers. Pardonnez-moi, Jean-Michel, mais enfin, elles ne sont pas conformes, donc. Si vous mettez un complément de loyer, elle est conforme. Alors la question c'est, est-ce que c'est 20%? Alors d'abord, est-ce que c'est des annonces ou c'est des locations? Non, uniquement. Nous, on est parti justement pour pouvoir pour pouvoir donner un autre regard sur cette étude. On est parti uniquement des baux signés. Locations. Oui, sur les locations. Alors justement, les baux. La réalité du marché, uniquement. À la différence de la CSV qui est partie sur les annonces. Jean-Michel, utilisons les bons mots. Oui. Donc, ok, nous on dit, alors on fait nos journalistes, effectivement, on dit qu'il y a un problème de conformité. Expliquez-nous ce qu'est le complément de loyer pour qu'on le comprenne bien, et surtout expliquer à nos auditeurs ce qu'est un complément de loyer, parce qu'il n'est pas automatique. Sachant qu'on va en parler dans un reportage. Il faut le justifier, et d'ailleurs, voilà, on a interrogé. Expliquez-nous comment ça fonctionne. Comment fonctionne l'encadrement des loyers parisiens? Vous avez déjà un maillage au niveau de la ville. Vous avez 15 zones et 80 zones iris. C'est les plus petites zones qu'on sait identifier. Donc ça veut dire que le préfet va devoir choisir un prix médian par zone iris, et ça posera un problème, parce que les zones iris sont parfois toutes petites et très proches les unes des autres. Et donc, vous avez cette fixation qui est faite par zone iris. D'accord? Donc, ça veut dire que quand vous respectez l'encadrement des loyers, vous respectez l'encadrement des loyers de votre zone. Ça, c'est super important. C'est le premier point. Le deuxième, c'est que pour calculer un loyer médian, pour que le préfet puisse fixer un encadrement maximum, ce qu'on appelle un loyer médian majoré, c'est plus 20 par rapport au loyer médian, il y a 4 fonctions qui le déterminent. 1, le nombre de pièces. 2, la zone iris. 3, l'année de construction de l'immeuble. Et ça, c'est, à mon avis, le point qui pêche. C'est pas dans les annonces. C'est pas dans les annonces. Ah bah et donc, c'est pour ça qu'ils le voient exactement. Pas, les autres. C'est pas dans les annonces, et donc du coup, on ne sait pas l'identifier, ou l'étude qui a été menée le laisse de côté. C'est ça qui expliquerait la différence. Je pense que ça peut parce que sur les annonces, c'est jamais écrit un immeuble ou rarement. Et le 4, c'est quoi? Le quatrième? Le quatrième. Oui, meublé, non meublé. Donc la typologie. Sachant que les meublés sont encadrés. Hein. Alors les meublés sont encadrés au même titre que les non meublés. Par contre, en général, c'est plus 10 par rapport au loyer médian. Plus 10. Voilà. Okay, d'accord. Je récapitule. Les pièces, premier point. La zone iris, qui est en fait une mesure d'observation très fine, qui est très fiable, même s'il y a quand même des côtés très hétérogènes d'une rue à une autre ou même d'un immeuble à un autre. L'année de construction de l'immeuble et la typologie meublé, non meublé. Et pour clameur, 20% des baux aujourd'hui, et non pas 40%, 20% des baux sont hors des clous. Alors, donc, pratique des loyers qui sont au-dessus du 20% au-dessus du loyer médian majoré. 20%, oui, c'est ça. 20% au-dessus du loyer médian autorisé. Exactement. Alors, c'est 20%. Et pour vous, c'est essentiellement. Je pense qu'il y a beaucoup de compléments de loyer. Et puis après, il peut y avoir effectivement des propriétaires qui. Alors, on va vous poser un certain nombre. On va poursuivre cet élément. Pour continuer votre analyse, je vous propose qu'on écoute le reportage qui a été fait par notre ami Guillaume, où vous êtes allé interroger l'association de la CLCV sur un point très précis de l'encadrement des loyers, la possibilité donnée aux bailleurs d'aller au-delà des plafonds fixés par la loi en demandant un complément de loyer. On est dans le cœur de ce qu'on vient d'expliquer. Je vous propose qu'on l'écoute. Réaction ensuite. La réglementation sur l'encadrement des loyers permet à certains propriétaires de s'affranchir des plafonds en pratiquant ce que l'on appelle des compléments de loyer. De quoi s'agit-il ? Sur Paris, on a un mécanisme consistant à plafonner les loyers, de sorte qu'un arrêté préfectoral va fixer les valeurs plafond, en quelque sorte, d'un bien au regard de ses caractéristiques, notamment le nombre de pièces, sa localisation géographique, et puis également la période de construction de l'immeuble. Toutefois, dans certains cas, il est possible pour le bailleur d'aller au-delà de ce plafond, cela grâce au mécanisme qu'on appelle le complément de loyer. D'après la loi,
qu'est-ce qui peut précisément justifier un complément de loyer? Alors, le complément de loyer est possible dans des cas particuliers, notamment en raison de la localisation géographique du bien ou des éléments de confort qui le rendent particulier, en quelque sorte, on va presque dire exceptionnel, même si on ne retrouve pas ce terme dans les textes, et qui vont démarquer le logement des autres biens qui se trouvent dans le voisinage. Alors, ce qui peut justifier, par exemple, selon moi, un complément de loyer, outre l'exemple assez typique de vue sur la Tour Eiffel ou sur un monument historique, on a par exemple un jardin privatif que l'on pourra avoir dans un immeuble où le locataire est le seul à bénéficier et à avoir la jouissance de cet espace vert. Ça peut être également une grande terrasse, pas un balcon, mais pour le coup vraiment une grande terrasse qui peut présenter un avantage par rapport à d'autres logements. Donc ça peut être des éléments de luxe en quelque sorte, vraiment, ou de standing de l'immeuble lui-même, un immeuble qui pourrait être classé monument historique en tant que tel, ou un appartement avec de grands volumes, une belle hauteur sous plafond, des moulures, une cheminée. Donc ce type d'élément pourrait effectivement justifier un complément de loyer. De même, dans le cas d'une location meublée, on peut s'interroger si un mobilier de grande valeur, de bonne qualité, vraiment très luxueux, ne pourrait pas justifier, par exemple, un complément de loyer. En revanche, effectivement, les textes sont clairs sur les points qui ne peuvent pas donner lieu à un complément de loyer. Et à titre d'exemple, on a lorsque l'élément d'équipement ou lorsque le service donne lieu déjà au locataire au paiement de charges. Un exemple très simple, c'est l'ascenseur. Je ne peux pas pratiquer un complément de loyer au motif qu'un ascenseur serait existant dans l'immeuble, parce que le locataire s'acquitte déjà des charges d'ascenseur. Pareil pour le gardien, le locataire participe et supporte une partie des charges de gardiennage au titre des charges de ses provisions mensuelles. Donc on ne peut pas pratiquer un complément de loyer pour ce motif. Les litiges autour des compléments de loyer sont-ils nombreux aujourd'hui? Le complément de loyer dans la pratique donne souvent lieu à des litiges et des relations un peu difficiles entre le locataire et le bailleur. Or parfois le bailleur utilise vraiment le complément de loyer comme une raison pour aller au-delà du maximum autorisé en sachant pertinemment que l'argument n'est pas pertinent. Dans d'autres cas, il s'agit davantage de maladresse. La maladresse, ça va être lorsque le bailleur estime que voilà, j'ai 2-3 stations de métro au pied de l'immeuble, ça peut justifier un complément de loyer parce que le locataire a un service, effectivement, dont le bailleur n'est pas à l'origine, mais un service en termes de mobilité géographique et transport. Sauf que le quartier entier a le même service. Donc, de fait, ce logement ne se démarque pas des autres situés dans le voisinage. Là où c'est parfois plus vicieux, où on sent vraiment qu'on est sur une tentative de contournement, c'est lorsque, on va dire par exemple que j'ai remis le logement à neuf, j'ai refait les travaux, donc je pratique un complément de loyer. Là, c'est totalement contestable parce qu'il ne faut pas oublier que la remise en état des lieux et la réalisation des travaux résultant de la vétusté incombe au bailleur, qu'il appartient à celui-ci de faire en sorte que le logement soit bien à même d'être loué et occupé par son locataire. Donc, on ne peut pas dire j'ai remis tout à neuf, je pratique un complément de loyer, parce que si on va jusqu'au bout de la logique, ça voudrait dire que tous les immeubles neufs pourraient se voir appliquer un complément de loyer et donc être déplafonnés en quelque sorte. Donc l'argument n'est pas valable. Parfois on trouve quand même des arguments assez atypiques. J'avais eu un cas par exemple où on était dans un petit studio et le bailleur avait justifié un complément de loyer parce qu'il y avait précisément des toilettes dans ce petit studio. Autre cas qui donne lieu parfois à des compléments de loyer où c'est tout aussi contestable, c'est par exemple un petit balcon filant, donc on va comparer le petit balcon avec la terrasse qui elle pourrait légitimement donner lieu à un complément de loyer, ou la présence d'une cave. Là encore, d'autant que ça peut être répercuté dans le cas du loyer ou des charges. Que peut faire un locataire qui s'estime lésé pour obtenir gain de cause et donc une révision de son loyer? Pour un locataire qui souhaiterait contester l'application du complément de loyer, dans ce cas, il faut qu'il réagisse au plus vite et qu'il se rapproche de la commission départementale de conciliation. La saisine préalable de cette instance est obligatoire, sinon s'il conteste devant une autre juridiction, on pourrait lui reprocher de ne pas avoir respecté la procédure. Réaction? Ça vous inspire? Monsieur Rodriguez, donc il a bien défini ce que c'était que le complément de loyer. Et les exemples qu'il a pris sont tout à fait voilà, justes. il dit voilà, pour faire court, le balcon filant, ils en profitent pour rajouter un complément de loyer. Il y a une cave, parce que ce qui n'est pas évident, c'est qu'il n'y a pas toujours une cave associée au bien. Ils en profitent pour rajouter. Et le troisième point qui est assez récurrent, c'est le fait de faire des travaux qui résultent de la vétusté éventuellement de l'appartement, qui leur permet d'être un prétexte pour faire ce complément de loyer. Les travaux ne sont pas un prétexte à un complément de loyer. Les travaux, et ça c'est défini par la loi, peuvent permettre une indexation du loyer, c'est-à-dire une hausse du loyer, mais dans la limite
qui est fixé par le préfet sur l'encadrement. C'est-à-dire que ça ne peut pas être un complément. Ça oui, peut être un élément de loyer où en fait votre appartement à neuf, vous avez la possibilité de faire une augmentation de loyer qui est supérieure à l'indice. Mais par contre, vous n'avez pas la possibilité de dépasser le plafond maxi. Je voudrais vous donner un chiffre qui est assez intéressant. On a parlé d'environ 20% en valeur absolue de biens qui pourraient être au-dessus du loyer médian majoré, donc du max. Je crois que c'est pas le seul élément qui est intéressant à prendre en compte. Nous, on a calculé un élément qu'on appelle la saturation. La saturation, c'est quoi? C'est sur l'ensemble des baux signés, à combien de pourcentage du loyer maximum on est sur l'ensemble du parc parisien. Globalement, on est à 90%. C'est-à-dire que si on prend le loyer moyen de l'ensemble des biens en location dans Paris, on est à 90% du loyer maxi. Ça veut dire que, globalement, dans Paris, vous avez quand même une grande majorité de propriétaires bailleurs qui louent en dessous du loyer majoré. C'est le cas des institutionnels notamment. On peut effectivement penser que les institutionnels sont dans ce cas-là. Absolument. Toute dernière question d'actu et on vous laisse sur l'encadrement des loyers. Justement, le gouvernement s'apprête à rendre obligatoire l'affichage du loyer médian. Alors, je ne sais pas si c'est le loyer médian ou le loyer médian majoré sur chaque annonce. Je crois que c'est le loyer médian. De manière à ce que le particulier ait le loyer et puis il voit que c'est une bonne chose selon vous. Tout ce qui concourt à la bonne information du locataire est une bonne chose. Ça évite des litiges a posteriori. Donc oui, bien sûr, c'est une bonne chose. Bon, ça va demander effectivement une petite adaptation des logiciels de mise en annonce, mais franchement, j'y vois absolument aucun inconvénient. Je pars du principe qu'un locataire qui est heureux et qui a compris la construction de son loyer est un locataire qui paye correctement. Vous savez que bon, les taux d'impayés en France sont ridiculement bas. C'est souvent un sujet récurrent, mais le taux d'impayés français, d'abord, il n'a absolument pas évolué pendant la crise. Je parle bien d'habitation. Sur les commerces, c'est évidemment différent. On a des chiffres là-dessus? Ah oui, on a des chiffres, oui. Aujourd'hui, on peut considérer que sur la France, le taux d'impayé moyen est inférieur à 2%. C'est-à-dire que 2%, et attention, là je parle d'impayé au sens large. Moi, je préfère segmenter l'impayé en incident de paiement ou réellement impayé. Et oui, les incidents de paiement, bon, ça peut arriver, les accidents de la vie, ça arrive. Mais très souvent, si le propriétaire et le locataire s'entendent bien, ou si l'administrateur de bien qui gère le bien a un bon rapport avec son locataire, on trouve des solutions. On étale le loyer qui n'a pas pu être payé à l'instant T parce qu'il y a eu un problème, etc. Donc, vous voyez, on n'est pas sur des chiffres qui montrent que le Parisien ou le propriétaire parisien est un affreux. C'est pour casser les idées reçues. Moi, je voudrais conclure, si vous voulez bien, Sylvain, sur l'encadrement des loyers au sens large. Moi, je n'y suis pas favorable. Parce que je vous l'ai dit en introduction, le parc locatif décroît d'année en année et je pense que l'encadrement des loyers est un élément. Vous n'y êtes pas favorable comme les professionnels l'ont annoncé clairement. Oui, tout à fait, oui. Unanimement. Je vous dis pourquoi. Oui. Parce que je pense que l'encadrement des loyers, il y a deux points qui me heurtent sur l'encadrement des loyers. Un, ça concourt soit à la désintermédiation des propriétaires, ça veut dire que le propriétaire retire son bien d'un professionnel et donc le loue seul. Il a peut-être l'impression de retrouver une certaine latitude ou de passer en dessous des radars, c'est possible. Voire des investissements. Voire mettre à la vente son bien, c'est-à-dire de sortir son bien du parc locatif. Et ça pose un problème, puisqu'on voit bien que le parc locatif, alors qu'on a des besoins encore plus importants d'année en année, en gros, on sait qu'il manque environ 500 000 logements par an. Mais ce qui n'a jamais eu lieu, je me rappelle depuis que Cécile Duflot a lancé l'encadrement des loyers, c'était ce qui était mis en avant par tous les professionnels. On va retirer les biens du marché. Il n'y a pas eu de désinvestissement massif. 15% en 15 ans. Alors effectivement, si on le prend année après année, c'est peu, c'est 1% de ci, 1% de là, mais globalement sur l'ensemble, c'est énorme. Quand vous prenez le nombre d'unités aujourd'hui, environ combien d'unités à la location? C'est 6 millions. 6 millions, ça veut dire dans le parc privé. Ça veut dire qu'il y a 800 000 logements qui ont disparu. C'est ça. Voilà. Donc bon, c'est pas neutre. C'est loin d'être neutre. Bien sûr qu'il y a d'autres explications. Il y a le fait que vous voulez récupérer votre mise. Mais bon, dans le lot, effectivement, il y a du désinvestissement. Et ça, moi, en tant qu'administrateur de biens, je le vois bien. Je fais une étude chaque année, en fin d'année, pour savoir quels ont été les motifs de mes clients pour arrêter de mettre leurs biens en location. Ça peut être une reprise pour habiter, ça peut être une reprise pour vente, etc. Franchement, on voit beaucoup de reprises pour vente. Donc je pense qu'il y a une fuite, on va dire, du parc locatif vers la transaction. Pas du Airbnb? Alors là on peut effectivement en parler. Airbnb, alors il y a eu un creux absolument phénoménal pendant la pandémie, et on a bien vu d'ailleurs, et une partie des hausses d'annonces en meublé que l'on a remarqué sur la période viennent en fait du fait que vous avez du meublé saisonnier qui est sorti
de ce segment et qui est revenu sur du meublé classique. Bah oui, il n'y avait plus de touristes, il n'y avait plus personne à louer. C'est plutôt d'ailleurs une bonne chose. Et ils sont restés meublés classiques d'ailleurs, ceux-là? Alors ça c'est ce qu'on verra. Aujourd'hui, laissez les étrangers revenir en France. Je voudrais rajouter quelque chose, Sylvain, parce que ça me semble important. Je vous ai parlé de la baisse du parc locatif. Pour moi, l'encadrement des loyers, c'est la meilleure façon de rater la rénovation énergétique. On donne le sentiment aux propriétaires de continuer à essayer de gratter. Je vous rappelle que l'investissement locatif, il est en dessous du livret d'épargne. Donc c'est que dalle. C'est-à-dire que au moindre travaux, vous êtes en négatif sur une année. Et donc on donne ce sentiment-là, alors qu'aujourd'hui, on va demander des efforts hyper important à nos propriétaires pour rénover leurs biens. Donc ça, pour moi, l'encadrement est un outil anti-rénovation. C'est dit. Merci beaucoup Jean-Michel Camison de votre franchise et de n'avoir éludé aucune question. C'est très agréable parce qu'effectivement, on vous a quand même pas épargné, mais vous avez été très bon sur le coup. Vous êtes président de Clameur, vous êtes aussi président de Pluriance. C'est important de préciser puisque vous représentez les poids lourds de l'immobilier français. Ils sont 13 membres de Pluriance. Et vous êtes également un gros administrateur de biens, syndic de copropriété à Paris, le groupe Daucher. Oui. Et pas qu'à Paris d'ailleurs, un peu partout. Principalement Paris et la région, mais présent dans toutes les grandes villes TGV. Merci d'avoir partagé ce moment. Merci Sylvain de votre invitation. Voilà, www.clameur.fr si vous voulez en savoir plus. C'est très simple. Observatoire très intéressant dans la méthodologie. Merci d'être avec nous, Jean-Michel. On va vous laisser aller et on enchaîne tout de suite avec la suite de notre programme. Le grand rendez-vous de l'immobilier, le point juridique de l'ANIL, l'Agence nationale pour l'information sur le logement. Voilà, je suis très heureux que le jingle ait été initié aujourd'hui justement pour annoncer cette chronique récurrente pour cette nouvelle saison avec vous, Roselyne Conan. Vous êtes directrice générale de l'Agence nationale pour l'information sur le logement et vous serez avec nous chaque mois pour répondre à des questions précises et décrypter l'actualité, n'est-ce pas Guillaume ? Oui, et pour cette deuxième chronique, l'actu juridique de l'ANIL, vous nous parlez ce mois-ci des... Alors, c'est pas ce mois-ci d'ailleurs, je crois que ça arrive au 1er janvier, des nouvelles obligations que vont avoir les syndics en termes d'affichage tarifaire. Alors effectivement, cette semaine, ce mois-ci, nous allons parler d'une nouveauté, puisque c'est un texte qui date de début septembre. On savait qu'il allait arriver, puisqu'il a été prévu par l'ordonnance d'octobre 2019. Mais là, maintenant, on a le texte officiel, et ce texte nous définit en fait le contenu de la fiche d'information sur les prix et prestations du syndic. C'est-à-dire qu'au moment où il va envoyer son contrat, il devra joindre aussi cette fiche qui est synthétique. C'est-à-dire que vous savez tous qu'il y a un contrat type de syndic qui donne, une nomenclature identique à chaque contrat pour tous les syndics. Là, il s'agit d'être plus synthétique, d'être pédagogique sur l'ensemble des éléments essentiels pour pouvoir comparer différents contrats de syndic, différentes prestations. Et comme le disait Guillaume, c'est une obligation pour les syndics professionnels à partir du 1er janvier 2022. Ça veut dire que mon syndic, moi, je suis déjà copropriétaire, il va m'envoyer quelque chose pour me dire, voilà, maintenant, toutes les prestations que je vous pratique, c'est tel tarif. C'est plutôt le conseil syndical, non, d'abord? Non, il va informer tous les copropriétaires, oui. C'est-à-dire qu'il fournira effectivement, alors en général c'est au moment où on renouvelle son mandat, mais il fournira les informations essentielles. Alors des choses très simples, comme les horaires d'ouverture. Il va reprendre effectivement le montant de la prestation forfaitaire, détailler les prestations sur mesure, donc les prestations spéciales qui sont facturables soit au temps, soit au forfait également. Donc ça permettra d'avoir une vision globale du coût de la prestation syndicale. Alors c'est une fiche pas plus pas moins. C'est-à-dire que une fiche pas plus pas moins, c'est-à-dire qu'on doit reprendre exactement. Donc dans l'annexe de l'arrêté, vous avez la fiche. Et vous devrez reprendre ligne par ligne les différents éléments. Vous n'aurez pas le droit d'ajouter des choses différentes. En face. Voilà. Et est-ce qu'il y a une matrice dans l'ordonnance, dans le texte? Exactement. Vous avez l'annexe. Il y a un modèle type. Vous avez l'annexe. Vous avez dans l'annexe de l'arrêté, vous avez les éléments avec des tableaux à remplir. Ah oui, quand même. Des éléments. Je suis sûr que ça va faire des syndics très heureux, ça. Alors, c'est important pour comparer quand on change de syndic. Mais encore une fois, je repose ma question. Est-ce que je vais recevoir, moi, parce que je ne suis pas censé être informé, à part si j'écoute Radio Imo Capital aujourd'hui, qu'au 1er décembre, au 1er janvier, j'ai une tarification. Ce serait important de manière proactive, tous les syndics alertent leur copro pour dire, voilà, on a mis à jour nos tarifs. Fiche d'information.
Et ça, on va nous le dire, ils sont obligés de nous le dire, ils sont obligés de nous envoyer un courrier. Vous parlez de l'obligation d'information, effectivement. D'alerter, qu'il y a cette fiche, parce que sinon elle peut traîner au fin fond d'un site intranet, et puis plus personne n'en... Très juste, très juste. On a le syndic a la possibilité de créer donc, un intranet où il va mettre à disposition l'ensemble des documents de la copropriété. On peut voter pour ne pas le mettre en place. Et le syndic devra, par un biais qu'il aura identifié, donc par courrier vraisemblablement, devoir identifier, informer l'ensemble des copropriétaires en adressant cette fiche d'information. Mais s'il l'indexe dans le PV de l'Assemblée, par exemple, c'est possible ou pas ? Alors, le texte n'est pas aussi précis que ça. Il faut que l'information parvienne aux copropriétaires. Voilà, parce que légalement, on met à disposition des copropriétaires les textes qui régissent la copropriété, le règlement de copro, les différentes assemblées, soit sur un intranet, soit sur un outil. Mais la plupart, maintenant, ont informatisé le truc. S'ils mettent en plus la fiche d'information, est-ce que ça suffit ? Ou est-ce que forcément il faudrait envoyer un mail à chaque copropriétaire ? C'est ça le sens de la question. Le syndic, à partir du moment où il met à disposition les éléments, enfin les copropriétaires ont l'habitude de pouvoir naviguer, c'est une mise à disposition de l'information. Donc, pour répondre à votre question, vous n'allez pas recevoir en fait, mon cher Guillaume, une notification en vous disant savez-vous que dans votre dossier, dans votre compte, la loi intranet, nous oblige à. Par contre, c'est consultable directement par les copropriétaires sur l'outil qui gère la copropriété. Donc, un petit conseil, surveillez votre intranet. Surveillez votre intranet ou votre boîte aux lettres si vous n'avez pas ce système dématérialisé mis à disposition par votre syndic. Et vous pourrez voir clairement ce que vous facture votre syndic. Et si vous voulez en changer, allez voir chez l'autre, il aura la même fiche. C'est ça. L'objectif, c'est aussi faciliter la mise en concurrence. D'accord. Ah oui, bien évidemment, c'est un élément qui permet de comparer. Le contrat de syndic, il est aussi, je dirais, avec des rubriques qui sont imposées. Donc, on peut comparer ligne par ligne, mais c'est assez long, un contrat de syndic. L'objectif de la fiche, comme il existe d'autres fiches dans d'autres domaines, sur l'assurance emprunteur, sur le crédit immobilier, il y a beaucoup de fiches d'information, comme les baux d'habitation. Il y a la notice qui est remise au moment de la signature. Là, l'objectif, c'est que ce soit assez court et que ça reprenne les éléments essentiels qui seront à la charge des copropriétaires. C'est un peu comme la fiche mise en place sous la loi Allure qui disait voilà tous les prestations exceptionnelles, voilà tout ce qui doit être compris. Ça c'est la liste. La liste, voilà tout ce qui peut être facturé au forfait. Donc c'est en complément de ça. Hors forfait. Non, sauf que là on sera dans le forfait. Là on sera et dans et hors. Et hors. Voilà, donc, on a les deux. Toute la liste de ce qui est facturé hors forfait, on aura un prix en face. Ok. Voilà. Merci beaucoup, Roselyne. Voilà, c'était l'information. Je vous invite à bien consulter. Alors, c'est efficient à partir du 1er janvier 2022. À partir du 1er janvier 2022, si vous êtes copropriétaire et que vous avez des questions, n'hésitez pas, entre le 18 et le 22 octobre, les ADIL organisent la semaine de la copropriété. Donc, allez à leur rencontre. Il y aura des ateliers, des forums, plein d'événements pour justement vous informer, notamment sur cette fiche. Les ADIL, agence départementale d'information sur le logement. Sur le logement, voilà, c'est le bon réflexe si vous avez besoin d'informations. Merci Roselyne, on vous retrouve le mois prochain pour votre 33e numéro, hautement symbolique, le chiffre 33 bien évidemment. Merci beaucoup, on se retrouve le mois prochain et on enchaîne tout de suite avec nos experts. Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne. Oh, bonjour les amis, troisième partie de Ça vous concerne, la partie préférée de nos auditeurs. Vincent, c'est le moment d'accueillir notre dernier expert. Et c'est notre notaire Charles Flaubert, bonjour. Et bonjour Merci d'être avec nous. Merci de me recevoir. De revenir dans le grand rendez-vous de l'immobilier. C'est toujours un plaisir d'être là avec vous. Partagez. La première, c'est celle de Philippe. Il est intéressé par l'achat d'un logement avec un bail non meublé en cours. Il se demande quelles décotes moyennes sont généralement pratiquées sur ce type de bien. Alors, je dirais que la décote, elle dépend un peu du type de bail. Alors là, on nous a dit bail non meublé, ça veut dire vide. Donc, on suppose que c'est un bail dit de la loi de 89, un bail 369 habituel. Petite observation préliminaire, ça peut être un bail non meublé, donc vide, mais avec une loi de 48. C'est des anciens baux. Et là, on a une décote qui est de l'ordre de 50%, parce qu'on a des baux qui sont, voire plus, qui sont bloqués avec des loyers qui sont très faibles. Donc attention, on parle bien d'un loi de 89 habituel. Je dirais que ça dépend donc du bail et du produit. C'est-à-dire que plus l'appartement est petit, plus entre guillemets il est de type locatif,
plus on peut considérer que la décote est faible. Si on achète par exemple un studio et que c'est vraiment un produit locatif qu'il est déjà loué, bien loué, que le locataire paye son loyer, à la limite, il n'y a pas tellement de décote puisqu'on a déjà un locataire, il paye déjà son loyer, on n'a pas de recherche à faire et autres, le bien est déjà en place, le locataire est déjà en place, donc c'est pas tellement de décote. En revanche, plus l'appartement est grand, par exemple l'appartement familial de 80 mètres carrés ou plus grand, dans ce cas-là, on peut s'attendre à une décote de 10, 20, 30%. Ce qu'on peut aussi dire, c'est qu'il y a la durée du bail qui est restant à courir, qui est importante. Bien évidemment, si c'est un grand appartement et que le bail vient d'être signé, donc on a une durée de 3 ans, peut-être que la décote sera plus importante qu'un bail plus récent. Cela dit, il faut quand même noter une chose, c'est que quand on achète un bien déjà loué, le locataire reste en place. Ouais. Hein, c'est la loi. Bien évidemment, on ne peut pas faire sortir le locataire parce qu'on achète, mais on peut reprendre le bien pour l'utiliser pour soi ou pour sa famille, pour ses proches. Il faut délivrer congé 6 mois avant, mais il y a une petite exception maintenant. Il faut bien faire attention à ce point-là. C'est que si la durée du bail est inférieure à 2 ans, le locataire a le droit de rester 2 ans. Donc on ne peut pas reprendre son bail tout de suite après son achat. Si par exemple il reste 9 mois de bail, on ne peut pas délivrer au bout de 3 mois congé pour dans 6 mois. Hein. Il y a une durée minimum de 2 ans, c'est une spécificité. Donc décote en fonction du bail, il faut bien le lire, et en fonction du produit. Je dirais que c'est un petit peu difficile de répondre de façon générale avec une décote. C'est des cas particuliers comme toujours, messieurs. Une autre question, elle nous a été posée par Olive maintenant. Vous le connaissez, non? On l'a perdu, vous le connaissez, Olive? C'est la femme de Popeye, peut-être. Ce qui se passe. Non, mais Olive, non, pardonnez-moi, Olive. Non, mais dis-nous. Non, mais Olive, c'est le surnom que je donne à mon associé. Donc effectivement, Olive. D'accord. Voilà, c'est peut-être lui. Voilà, notre ami Olivier Lucas. Oui, s'il nous écoute, voilà. Donc Olive, le prenez pas mal, j'adore votre prénom, il n'y a pas de souci. Olive s'apprête à signer un compromis de vente de combien de temps? Question classique, dispose-t-il pour obtenir un accord de prêt de la part de la banque, Charles Flaubert? Alors, c'est vraiment une question importante parce que lorsqu'on signe un compromis, un avant-contrat, une promesse de vente ou un compromis de vente, la plupart du temps, l'acquéreur souscrira un crédit, donc il aura besoin d'un crédit pour opérer cet achat. La loi, c'est la loi dite Scrivener, du nom de la secrétaire d'État, qui est toujours vivante, d'ailleurs, qui a 96 ans. Madame Scrivener, Christiane, si je ne m'abuse de son prénom. La loi Scrivener, qui date de 78, prévoit un délai légal de 30 jours. Donc, en tout état de cause, cette condition suspensive de prêt ne peut pas avoir une durée inférieure à 30 jours. La pratique, elle a été pendant longtemps 45 jours de conditions suspensives de prêt. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans mon étude ou dans les études en général ou dans les agences immobilières, on prévoit une condition suspensive de prêt de 60 jours. C'est un délai qui est un peu incompressible aujourd'hui pour obtenir son crédit et son assurance. Puisqu'il faut bien penser que dans la plupart des cas, là aussi, quand on a un prêt, on a une assurance décès invalidité. Et donc, il convient d'obtenir ces deux sésames, si je puis dire, qui sont nécessaires pour opérer son achat. Donc, 60 jours, c'est dans la règle, enfin, plutôt dans la pratique, c'est un peu la règle. Voilà. Et peut-être un dernier point aussi à noter, c'est que on peut toujours dire, il faut le répéter, c'est toujours utile, qu'on peut déposer son dossier de crédit chez son banquier, mais on peut aussi aller voir un courtier en crédit, ou au moins déposer son dossier chez plusieurs établissements bancaires. C'est toujours utile de faire jouer la concurrence. C'est possible. Merci beaucoup, Charles Flaubert. Merci à vous. Notre notaire dans le grand rendez-vous immobilier que vous retrouvez à Saint-Maur. À Saint-Maur-des-Fossés, tout à fait, dans le Val-de-Marne. Bien belle commune. Et qu'on peut trouver, bien sûr, sur Internet. Elle est très jolie commune. Le Val-de-Marne est une très jolie région. Les prix montent à Saint-Maur, Voilà, beaucoup de Ils montent aussi à Fontenay-sous-Bois, mais allez plutôt à Saint-Maur. Ils montent un peu partout en petite couronne. C'est un peu la règle en ce moment. Merci, Maître Flaubert. Donc, on se retrouve, l'ami Vincent, le mois prochain pour notre 33e numéro. Voilà, c'est pas fini. On va se quitter dans quelques instants et vous annoncer justement comment ça va se passer aussi pour le prochain numéro. Le grand rendez-vous de l'immobilier. Guillaume Chazoulière, Sylvain Lévy-Valency. Eh bien, c'est terminé, mon cher Guillaume, pour ce 32e numéro du Grand Rendez-vous de l'immobilier. On va se retrouver ensemble le 19 novembre 2021 avec un grand classique. On fait ça chaque année, Guillaume, que vous adorez toutes et tous et que vous suivez avec attention. Ce sera une spéciale immobilier neuf, n'est-ce pas, Guillaume? Ben oui, on fera le point sur les ventes, les prix. On fera un tour complet du marché de la promotion, Sylvain. Voilà, et Dieu sait qu'en ce moment,
L'immobilier neuf, on ne peut pas dire qu'il se porte si bien que ça avec les permis de construire. On en parlera. On espère avoir d'ailleurs à ce sujet le président de la Fédération des promoteurs immobiliers pour nous en parler. Voilà, c'est fini pour ce 32e numéro. Merci de nous suivre chaque mois de plus en plus nombreux. Rendez-vous sur Radio Imo, bien sûr, et sur capital.fr. Très belle soirée. Et je vous dis à très vite. Salut à tous. Radio Imo et Capital présentent le grand rendez-vous de l'immobilier en partenariat avec Orpi, 1250 agences immobilières partout, rien que pour vous. Et bienici.com, le site immobilier nouvelle génération, à retrouver sur radioimo.fr et capital.fr.